Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Regard sur le monde. Il sera question ce matin de la situation à Gaza. En plus des bombardements sionistes, les Palestiniens déplacés subissent le froid, la pluie, mais surtout font face au manque d'eau et de nourriture. Nous ferons le point dans quelques instants sur cette catastrophe humanitaire sans précédent. La guerre contre la Palestine s'exporte en mer Rouge. Les frappes américaines et britanniques contre les Houthis font craindre une nouvelle escalade. L'ONU met en garde justement sur cette nouvelle donne. Ce sera le Zoom de ce mercredi. La question palestinienne s'invite au sommet des non-alignés. Le mouvement en perte de vitesse pourrait-il se réinventer? Et quel défi dans la conjoncture actuelle? Réponse avec le spécialiste Abdelkader Soufi. Ce sera dans cette émission un peu plus tard. Un mot également sur le conflit au Soudan qui s'enlise après 9 mois d'affrontements qui ont poussé plus de 7 millions de Soudanais à se réfugier dans le sud, le Tchad voisin, l'Égypte ou encore l'Éthiopie. Les détails dans cette émission. Heureuse de vous retrouver en ce premier numéro de 2024 de Regard sur le monde. Nouvelle année, mais rien de nouveau pour la situation en Palestine occupée. Elle reste dramatique à Gaza, au 103e jour d'attaque et de blocus sioniste contre l'enclave. Au moins 85% des habitants de Gaza ont dû abandonner leur foyer, selon les Nations Unies, fuyant les bombardements de l'occupation israélienne. La quasi-majorité se réfugie dans des camps de fortune exposés aux éléments, la pluie et le froid de cette saison hivernale, mais aussi une pénurie de tout. Eau, nourriture et médicaments surtout. Et ils sont près d'1 million de Palestiniens déplacés du nord vers le sud de Gaza, la ville frontalière de Rafah, et qui n'est toutefois pas épargnée par les bombardements sionistes, enregistre la plus grande concentration de réfugiés de l'enclave dans des conditions inhumaines. À Rafah, on a peur de mourir de froid. Les enfants n'arrivent pas à dormir et tombent malades tous les jours. Au moins 24 000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre dernier. Les 2 tiers sont des femmes et des enfants et on estime à 8 000 le nombre de Palestiniens encore sous les décombres. Rien ne peut justifier ce bilan macabre, estime le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'exprime après les 100 jours de l'agression sioniste. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, et ses agences ont une nouvelle fois appelé à un cessez-le-feu, dénonçant l'entrave à l'aide humanitaire. Je vous invite à l'écouter. Nothing can justify the deliberate killing. Rien ne peut justifier la punition collective de la population palestinienne. L'assaut contre Gaza par les forces israéliennes au cours de ces 100 jours écoulés a déclenché des destructions massives et des meurtres de civils à un rythme sans précédent au cours de mes années en tant que secrétaire général. La grande majorité des personnes tuées sont des femmes et des enfants. Rien ne justifie la punition collective des Palestiniens. La situation humanitaire à Gaza dépasse les mots. Nulle part et personne n'est en sécurité. Les personnes traumatisées sont poussées vers des zones de plus en plus restreintes du sud qui deviennent intolérablement et dangereusement encombrées. L'ombre de la famine menace les habitants de Gaza au même titre que les maladies, la malnutrition et beaucoup d'autres menaces sanitaires. Et je suis profondément troublé par les violations claires dont nous sommes témoins des lois internationales pour l'aide humanitaire. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat pour faire en sorte qu'une aide suffisante parvienne là où elle est nécessaire pour faciliter la libération des otages, pour empêcher que la situation ne dégénère en une guerre à plus grande échelle. Car plus le conflit se poursuit à Gaza, plus le risque d'escalade et d'erreurs de calcul augmente. Nous ne pouvons pas laisser ce qui se passe à Gaza se produire au Liban et nous ne pouvons pas laisser la situation à Gaza se prolonger. We cannot see in Lebanon what we are seeing in Gaza. And we cannot allow what has been happening in Gaza to continue. Voilà, donc c'était Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui évoque la situation dramatique en Palestine occupée, notamment à Gaza.
L'État palestinien, ou la Palestine occupée, se trouve dans une situation dramatique depuis 103 jours d'attaque. L'occupation israélienne multiplie ce mercredi les raids aériens dans le sud de la bande de Gaza où sont attendus pourtant des médicaments et une aide humanitaire pour la population palestinienne dans le cadre d'un accord négocié notamment par le Qatar. Mais la résistance ne faiblit pas, loin de là. Des actions sont menées à partir du nord et du sud de Gaza, des zones théâtres de bombardements et d'incursions quotidiennes de l'armée d'occupation. La résistance tient bon. Donc voilà, l'ONU met en garde contre la situation dramatique à Gaza, mais aussi contre une escalade en mer Rouge. Les tensions pourraient bientôt devenir impossibles à contenir, a déclaré le secrétaire général de l'ONU. C'était lors du même briefing sur la situation à Gaza, et c'est le zoo de Lias Talridi. Yes, bonjour. Bonjour Sabrina. De nouvelles frappes menées par les États-Unis et le Royaume-Uni contre les Houthis. Oui, les Houthis d'Ansarallah du Yémen, ce groupe qui a perturbé le trafic maritime mondial pour l'entité sioniste et ses alliés. Et pour comprendre mieux la situation, il faut se rendre près du détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden. Un emplacement stratégique et l'un des couloirs de navigation les plus fréquentés. Dès le début du génocide sioniste à Gaza, les Houthis ont affiché leur soutien à la résistance palestinienne, joignant la parole à l'acte le 19 novembre dernier. Le navire Galaxy Leader, appartenant à un homme d'affaires israélien, a été pris d'assaut et capturé par Ansarallah, puis détourné vers le port de Hodeida. Des opérations similaires se sont multipliées. Alors les États-Unis ont annoncé la création d'une coalition contre les Houthis, et c'est vendredi dernier qu'une frappe américano-britannique a ciblé plusieurs villes du Yémen avec 73 raids, faisant des morts et des blessés. Et ça ne sera pas l'unique frappe en son genre. Joe Biden s'est même félicité de l'opération, tandis que les Houthis ont affirmé que la riposte aura bien lieu. On écoute le porte-parole des forces armées Houthis, Yahya Sarhaj. إن العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون عقاب ولن يمر دون رد ودون عقاب. أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف في مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر. Les Houthis affirment que les bombardements américano-britanniques sur le sol yéménite n'impacteront aucunement leur soutien envers la résistance palestinienne. Par la suite, des navires américains notamment ont été touchés par des missiles au large du Yémen et les risques d'une réelle extension de la guerre sont importants. Mais ce que cherchent les États-Unis et leurs alliés, selon l'analyste Adnan Limam, ce n'est pas de sécuriser le trafic maritime, comme il est prétendu, mais plutôt de voler à la rescousse de l'entité sioniste qui commet actuellement un génocide à Gaza. L'intervention militaire américano-britannique vise en premier et en dernier lieu à venir en aide à Israël. Elle ne vise pas à garantir la liberté de navigation à travers le détroit de Bab el-Mandeb. Les attaques feront certainement l'objet d'une riposte dans un contexte plus large, d'une confrontation entre l'axe de la résistance. La confrontation dans la région est appelée à s'étendre et connaître de nouveaux épisodes, mais tout dépendra de la volonté américaine. En ce qui concerne le Hezbollah, il ne s'est pas engagé dans une guerre globale et totale, mais a ouvert ce qu'il a appelé un front de solidarité. Il risquerait à un certain moment peut-être de voir entrer de nouveaux protagonistes. On entend par là une entrée de l'Iran sur la scène.
Et la situation actuelle a suscité la réaction de nombreux pays. Si l'OTAN a estimé pour sa part que les frappes aériennes étaient défensives, l'Algérie a exprimé sa profonde préoccupation et ses regrets suite au bombardement du Yémen, en mettant l'accent sur la corrélation entre les actes houthis en mer Rouge et les massacres perpétrés par l'occupation sioniste à Gaza. L'Iran et la Russie ont eux aussi condamné ce qui est qualifié d'une opération menant à l'escalade dans la région, soulignant qu'il s'agit d'un nouvel exemple de la déformation par les anglo-saxons des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, alors que la Chine s'est dite préoccupée et appelle les parties concernées à faire preuve de retenue. Merci Elias Rini. On passe tout de suite au prochain volet. La question palestinienne s'invite également au 19e sommet des non-alignés, prévu le 19 et le 20 janvier. Un sommet qui se tient cette année sous le slogan « Le renforcement de la coopération pour une prospérité mondiale partagée ». C'est à Kampala, la capitale ougandaise. Plusieurs pays arabes, notamment, ont appelé à mettre la Palestine au cœur de ce sommet. Une requête appuyée par le représentant palestinien auprès de l'ONU, Riyad Mansour, présent lors des réunions préparatoires. Après avoir exprimé sa reconnaissance envers l'Afrique du Sud pour sa plainte déposée contre Israël à La Haye, il a demandé au mouvement de ne pas oublier la population palestinienne. Pays hôte, l'Ouganda est l'un des rares pays africains à avoir un juge à la Cour internationale de justice qui décidera si elle donne suite à la requête de Pretoria. Je vous invite à écouter le représentant de la Palestine aux Nations Unies, Riyad Mansour. Nous faisons confiance au mouvement et au leadership de l'Ouganda et je crois qu'ils feront le bon choix, nous demandant seulement à être soutenus face à cette agression. Nous nous aidons les uns les autres dans les épreuves et nous faisons face à une grande catastrophe et je ne crois pas que nous exagérons en nous attendant à du soutien de la part de nos frères et sœurs et au mouvement. Durant les 100 derniers jours, la question majeure discutée au sein des Nations Unies est la Palestine et le mouvement des non-alignés doit emboîter le pas à l'ONU. Il devrait être en première ligne et se battre pour la justice des Palestiniens. Nous sommes la pierre angulaire du mouvement qui a été créé par la justice pour la solidarité et l'union de tous ses membres. Et l'un de ces derniers, l'État de Palestine, souffre de cette agression. Nous nous attendons à un soutien total du mouvement comme cela a été auparavant, et ce jusqu'à la fin de l'attaque et le rétablissement des droits des Palestiniens. Mandaté par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est à Kampala. Il prend part à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés. Ahmed Attaf prendra également part à la réunion du comité Palestine du mouvement. Il a justement rappelé l'engagement de l'Algérie pour la cause palestinienne et sa justesse. En l'écoute. L'Algérie s'engage de tout son poids à contribuer en toute rigueur et responsabilité et à œuvrer au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour préserver les intérêts du groupe des non-alignés. Notre mouvement et ses initiatives qui se posent avec acuité et urgence, ce groupe aspire à une position forte et ferme lors du prochain sommet autour de la question palestinienne qui traverse une période qu'on peut qualifier des plus dangereuses de son histoire. بمرحلة يمكن وصفها على أنها الأخطر والأدق في تاريخها. L'Algérie partage les principes fondamentaux du mouvement des non-alignés, la neutralité, la décolonisation, le multilatéralisme et le développement économique. Pour en parler avec nous, le politologue spécialiste des relations internationales Abdelkader Soufi. Bonjour Monsieur Soufi. La question palestinienne, déjà abordée lors des réunions techniques, sera probablement au cœur de la déclaration finale du sommet des non-alignés. Est-ce que cela indique que les principes de base du mouvement sont toujours les mêmes, notamment le soutien aux causes justes, Monsieur Soufi? Il est indéniable que la question palestinienne continue de susciter des discussions et des préoccupations à l'échelle mondiale.
D'ailleurs, dans le contexte du mouvement de non-alignement, la question palestinienne a été un sujet central de préoccupation pour de nombreux pays. Le mouvement cherche à maintenir son indépendance et à ne pas s'aligner justement sur des questions, j'allais dire, sur des visions strictes et égoïstes. Cette question palestinienne a été considérée comme une question de justice et de droits de l'homme au sein des pays donc, de cette organisation de non alignés. Et de nombreux pays non alignés ont soutenu la cause palestinienne dans leur lutte pour l'autodétermination et la création de l'État palestinien indépendant. Euh, Aujourd'hui, la question palestinienne, elle reste d'actualité et continue de susciter des débats et des discussions, notamment ces derniers temps depuis le 7 octobre, avec le développement récent du conflit et après l'agression de l'entité sioniste sur Gaza et dans la Cisjordanie. Cela pousse justement des efforts internationaux qui visent à trouver une solution durable pour la question palestinienne. Mais pourquoi la question palestinienne divise même au sein du mouvement, Monsieur Soufi? Il est important de noter que les opinions sur la question palestinienne peuvent varier en fonction des pays et des acteurs impliqués. Certains pays continuent de soutenir activement la cause palestinienne et de plaider en faveur d'une solution juste et durable, tandis que d'autres, pour des raisons ou des intérêts, peuvent adopter une position plus nuancée ou soutenir le sionisme carrément. Et il convient de dire également ou de noter que la question palestinienne, elle est complexe, multidimensionnelle, elle implique des aspects politiques, économiques, sociaux, religieux, idéologiques et humanitaires. Les défis liés à la question palestinienne sont nombreux. Vu d'ailleurs, il est nécessaire ou il est nécessaire de voir une approche globale, concentrée, pour parvenir à une solution durable. Revenons au sommet, au mouvement des non-alignés. Le débat autour du non-alignement est-il toujours d'actualité, Monsieur Soufi? Alors, le débat autour du non-alignement, est-ce qu'il est justement d'actualité? Il faut dire que le non-alignement est un mouvement politique qui est né au milieu des années 50, à une époque où les jeunes États issus de la décolonisation refusaient de s'aligner sur l'un ou l'autre des camps lors de la guerre froide. Donc, c'est pourquoi ce mouvement a émergé de la volonté de ces pays qui refusaient de se positionner ou qui se positionnaient en dehors de la logique des blocs et de préserver leur indépendance et de leur souveraineté. Cependant, il convient de noter que le contexte géopolitique a considérablement évolué depuis la création du mouvement de non-alignement. La guerre froide, elle est terminée et de nombreux pays qui étaient autrefois non alignés ont choisi de s'aligner sur des puissances régionales ou mondiales. Par conséquent, le débat autour du non-alignement a perdu de son intensité et de sa pertinence dans le paysage politique actuel. D'ailleurs, de nos jours, les enjeux géopolitiques sont plus complexes. Les pays ont tendance à former des alliances en fonction de leurs intérêts économiques, politiques, sécuritaires. Et les relations internationales sont marquées par des coalitions en dehors de l'enceinte de l'ONU, en dehors de ces grands mouvements, donc aussi par des partenariats stratégiques, plutôt que par une stricte dichotomie entre les blocs de la guerre froide. Donc il est possible de dire
que le débat autour du non-alignement a perdu de son actualité dans le contexte géopolitique actuel. Cependant, il est important de noter que certains principes de non-alignement, tels que la promotion de la paix, la coopération, le respect de la souveraineté des États, restent pertinents et peuvent être intégrés ou rester dans les relations internationales contemporaines. Quelle place aujourd'hui pour le mouvement des non-alignés? Doit-il aujourd'hui se tourner uniquement vers le développement économique, Monsieur Soufi, ou d'autres défis? Donc, la place du non-alignement aujourd'hui est un sujet qui suscite des débats et des discussions. Le mouvement des non-alignés qui a émergé durant les années 50, 60 jusqu'aux années 80 visait à permettre aux pays membres et nouvellement décolonisés de ne pas s'aligner et ne pas subir les puissances et leur domination. Il cherchait aussi à promouvoir l'indépendance, l'autodétermination, la souveraineté nationale, la coopération entre les nations, la résolution des conflits. Mais à la fin de la guerre froide, le contexte géopolitique a évolué, ce qui a conduit certains membres à remettre en question la pertinence du non-alignement et à adopter une position plutôt alignée sur des alliances militaires. Le mouvement, malgré cela, il continue d'exister et de jouer un rôle dans les relations internationales. La place du non-alignement aujourd'hui, c'est vrai qu'elle prête équivoque et est un sujet complexe, un sujet à débat. Mais le mouvement non aligné continue de jouer un rôle dans les relations internationales, mais certes, il fait face à de nouveaux défis et de nouveaux enjeux. Donc, ces défis et ces enjeux auxquels il fait face varient en fonction du contexte géopolitique, des priorités des pays membres. Monsieur Soufi, le mouvement compte au moins 120 pays membres africains et asiatiques, et malgré le grand potentiel et l'importance du mouvement, il peine à réaliser des priorités telles que l'accès à une éducation de qualité ou encore la sécurité alimentaire. Pourquoi? Comment faire face aux défis du jour, de l'heure actuelle, Monsieur Soufi? Je peux citer premièrement la pertinence. Donc certains remettent en question la pertinence du non-alignement à l'ère post-guerre froide, arguant que les blocs de puissance ont évolué et que de nouvelles alliances et partenariats ont émergé et que cette guerre n'existe plus. Deuxièmement, on peut parler de la cohésion interne. Donc le mouvement est composé de pays aux intérêts et aux priorités diverses. Et que maintenir une cohésion interne et une coordination efficace peut être un défi en lui-même, en particulier lorsqu'il s'agit de prendre des positions communes sur des questions internationales. Je peux parler aussi de l'influence et du pouvoir. Certains pays non alignés peuvent se sentir marginalisés, donc ou avoir du mal à exercer une influence significative au sein du mouvement ou sur la scène internationale. Donc ils peuvent être confrontés à des défis pour faire valoir leurs intérêts et leurs préoccupations. Et dans un monde aujourd'hui qui est dominé par les grandes puissances, par de nouveaux blocs qui se forment. Il y a donc aussi, voilà, en quatrième lieu, l'évolution des alliances. Certains pays non alignés peuvent être tentés de s'aligner sur des alliances militaires, ou ils se sont déjà alignés sur des alliances militaires ou économiques pour garantir leur sécurité ou promouvoir leurs intérêts. Cela peut entraîner des tensions au sein du mouvement des non-alignés, remettre en question sa cohésion. Mais là aussi, la question de l'État-nation prime sur la coalition. Aussi, je pourrais dire qu'il y a de nouveaux enjeux mondiaux. Le non-alignement doit également faire face à de nouveaux enjeux
tels que le changement climatique, les inégalités économiques, les conflits régionaux, les menaces transnationales. Ces défis nécessitent une adaptation et une réflexion sur la manière dont le mouvement des non-alignés peut y répondre. Donc, ce sont aussi de nouvelles questions qui sont sur la table. Donc, faire face aux défis actuels. L'Algérie qui a toujours eu des positions de principe en politique étrangère, la non-ingérence, le droit à l'autodétermination et bien d'autres. Est-ce que l'Algérie est capable de relancer le combat des non-alignés, Monsieur Soufi? L'Algérie qui, avec ses positions à principe, comme vous l'avez si bien dit, en politique étrangère, a la capacité de relancer le combat des non-alignés, ou des non-alignés, pardon. Elle a joué un rôle important dans ce mouvement depuis sa création, donc, et depuis 61, bien avant l'indépendance. Et elle a été un fervent défenseur de principes de souveraineté nationale et de non-ingérence et de coopération entre les nations. Et elle a maintenu une politique étrangère indépendante qui ne lui a pas valu toujours que des amis, mais elle a cherché à promouvoir la paix, la justice et la solidarité entre les pays, surtout du Sud. Elle a soutenu activement les mouvements de libération nationale et plaidé en faveur des résolutions pacifiques des conflits. Enfin, il convient de noter que la capacité de l'Algérie à relancer le combat des non-alignés est plausible et possible, mais cela dépend aussi de plusieurs facteurs, notamment exogènes. Les priorités et les intérêts nationaux de certains pays membres, comme certains pays arabes qui ont choisi la soumission à l'entité sioniste en optant pour la normalisation. Ceux-là peuvent influencer sur la capacité à jouer un rôle de premier plan, non pas dans le mouvement des non-alignés, mais par rapport à la question palestinienne. Merci, Monsieur Abdelkader Soufi. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales. La capitale, donc ougandaise, accueille plus de 15 000 délégués et s'apprête à accueillir 28 chefs d'État, dont les dirigeants de la Tanzanie, du Rwanda ou encore le Kenya, qui commencent à arriver à partir de ce mercredi. 120 pays membres, en plus des membres observateurs, prennent part justement à ce 19e sommet des non-alignés. C'est à Kampala, justement, où s'est déplacé jeudi dernier le chef des forces de soutien rapide soudanaises sur l'invitation de l'IGAD. Rencontre pas du tout du goût du gouvernement soudanais qui a annoncé le gel des relations avec le bloc régional de l'Afrique de l'Est. Un nouveau rebondissement dans le conflit soudanais qui entre dans son 9e mois et c'est le dernier volet de notre émission. Le conflit au Soudan qui s'enlise après 9 mois d'affrontements qui ont poussé plus de 7 millions de Soudanais à se réfugier dans le sud du pays, le Tchad voisin, l'Égypte ou encore l'Éthiopie. Le conflit a fait 13 000 morts. On fait le point tout de suite avec Dr Mezmel Soulaiman Hamed Mohamed Abdallah, directeur de l'information à l'établissement de radio et télévision. Il est contacté par Lies Telrini. تكتنفه الكثير من التحديات. La situation au Soudan nous impose de nombreux défis. Les forces de soutien rapide occupent les maisons des citoyens à Khartoum, Al Jizira, mais aussi au Darfour. La situation humanitaire est alarmante. Les paramilitaires sont en train de piller et de tuer quiconque s'oppose à leur chemin en commettant des crimes atroces. Ils sont en train d'exercer donc un blocus en privant les Soudanais des aides humanitaires. C'est une véritable violation des accords signés à Jeddah. Des enfants sont ciblés, il y a même des personnes enterrées vivantes. Il faut que les pays de la région qui soutiennent les FSR arrêtent cela immédiatement pour le bien des Soudanais qui ont été forcés à se déplacer. La population prise donc en otage dans ce conflit, elle est même ciblée directement par les forces de soutien rapide, nous dit Dr Mezmel Soulaiman Hamed Mohamed Abdallah. La population se défend, dit-il, on écoute.
تشهد ولايات السودان انتفاضة لمقاومة شعبية كبيرة حمل الناس Le Soudan connaît une révolte, une sorte de résistance populaire. Pour se défendre, certains citoyens ont porté les armes et tout ce qu'ils ont à leur disposition. Je pense que cela va entraîner la guerre dans une autre étape. Les forces de soutien rapide du général Hmiti ont commis des crimes atroces, c'est ce qui a provoqué cette révolte. Les paramilitaires doivent cesser leur action, ils violent les droits des citoyens soudanais, ils sont en train de piller les maisons et de voler des biens. Leur propagande n'a pas fonctionné, ils prétendaient au début que leur présence et leur combat contre l'armée étaient liés à l'instauration de la démocratie, mais en vérité ils veulent juste piller les ressources de ce pays. Le peuple est aujourd'hui conscient du danger de cette milice. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Émission réalisée par Fatima Sabri. Amine était à la console. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi, même lieu, même heure. Bonne soirée à tous.